La vraie erreur que font toutes les entreprises et notamment, les artisans, c'est de croire qu'ils ne seront jamais attaqués. Les plus gros groupes de cybercriminels attaquent tout le monde. J'ai un virus qui arrive et qui bloque mon ordinateur et qui me dit donnez-moi X milliers d'euros pour récupérer le contenu de vos serveurs de votre ordinateur. La majorité des cyberattaques arrivent par simplement un email. Pour pouvoir vraiment se faire passer très facilement pour le directeur, le patron, pour aller après demander à un service comptable de faire un virement, hein. C'est très facile aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode consacré aux arnaques et à la cybersécurité. Ce sont deux sujets qui sont devenus essentiels pour les petites entreprises. Aujourd'hui, on parle de choses très concrètes avec un objet simple, aider les dirigeants à mieux repérer les risques du quotidien et à protéger leur activité. Et surtout, on ne va pas parler de technique. L'idée, c'est pas de rentrer dans un jargon d'expert ou avec des problématiques informatiques, c'est de parler de situations réelles, de conséquences concrètes et de réflexes utiles. Un faux virement, une messagerie compromise, un compte piraté, c'est pas seulement un problème informatique, c'est la production qui ralentit, la relation client qui se complique, la facturation qui se bloque et parfois même toute l'entreprise qui se retrouve à l'arrêt. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir Johnny Frère, spécialiste de cybersécurité chez Orange, et l'adjudant-chef Jérémy Roy, référent sûreté et cybersécurité de la gendarmerie. Avec eux, nous allons revenir sur les arnaques les plus fréquentes, les risques cyber les plus concrets pour les petites entreprises et surtout les réflexes à avoir pour ne pas se retrouver en difficulté. Merci à tous les deux d'être là. On va démarrer par une question très simple. Quelle est l'erreur que font les petites entreprises par rapport à cette problématique? Tu Eh veux ben, démarrer? alors, merci de nous avoir invités, hein. C'est très important de pouvoir sensibiliser notamment, toutes les personnes en lien avec l'entreprise et en fait, la vraie erreur que font toutes les entreprises et notamment, les artisans, c'est de croire qu'ils ne seront jamais attaqués, hein, qui ne sont pas assez intéressants pour les hackers, pour les pirates informatiques et que, ils n'auront jamais de problème avec le numérique. Mm. Partagez ça, Johnny. Exactement. Alors d'ailleurs, nous, on publie régulièrement des données sur le sujet et le constat, il est vraiment, voilà, il prouve, hein, ce mythe, hein, qui est que les petits entreprises ne seront jamais attaquées. On sait que les très gros groupes de cybercriminels, eux, en réalité, lorsqu'on regarde un peu leur tableau de chasse, parce que c'est public, hein, en réalité, Mhm. en fait, c'est un peu un tiers, un tiers, un tiers, hein. C'est-à-dire que il y a à peu près les entreprises de 1 à 50 salariés, c'est à peu près un tiers de leur cyberattaque. Ensuite, on va avoir un tiers sur 50 à 250 salariés, puis après plus de 250 salariés, c'est aussi un tiers. Donc, les plus gros groupes de cybercriminels attaquent tout le monde. Tout le monde est une cible. On a une donnée qui a été publiée par Cybermalveillance France qui dit qu'en 2025, il y a eu plus de 500 000 demandes d'accompagnement par rapport à un incident cyber. Donc forcément, ça touche toutes les entreprises, pas que les grands groupes, pas que les hôpitaux, mais aussi les petites entreprises. Si on rentre tout de suite dans le concret, les incidents cyber qui ne sont pas que liés à des pirates informatiques, hein, c'est aussi de l'arnaque au quotidien. Lesquels vous voyez le plus au quotidien? C'est quoi l'état de la menace aujourd'hui? Alors, au niveau de l'état de la menace, on a toujours aujourd'hui, tout ce qui est compromission de compte, hein, qui est très important. Mais ce qu'on a vu notamment qui cible particulièrement les entreprises en 2025, c'est notamment tout ce qui est, faux ordres de virement et faux RIB. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'a ciblé, principalement, les TPE-PME, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. On a toujours aussi les attaques au rançongiciel, hein, où Mmh. lorsqu'on, se retrouve complètement bloqué avec des données chiffrées et où le cyberattaquant va demander une rançon. Donc ça, typiquement, je clique sur un email, on me renvoie, vers un site et j'ai un virus qui arrive et qui bloque mon ordinateur et qui me dit: «Donnez-moi X milliers d'euros pour récupérer le contenu de vos serveurs de votre Voilà, ordinateur». en gros, c'est ça, tout à OK. fait et en fonction, souvent, la rançon, elle va s'adapter un petit peu parfois, à la cible, hein, voilà, parce que, forcément, petite structure va pas pouvoir forcément payer des millions d'euros, et puis, aussi ce qu'on voit, beaucoup aujourd'hui et qui cible principalement les TPE-PME, ça va être tout ce qui est, usurpation d'identité, Mmh. faux, gendarme, faux, support technique ou faux agent d'URSSAF, par exemple, ça, c'est des choses qu'on voit assez, fréquemment. Mmh. Du côté d'Orange, c'est quoi? Qu'est-ce que vous Alors, regardez le plus? je confirme effectivement sur toutes les entreprises que nous, on peut accompagner. Alors, c'est vrai que, un rançongiciel, il y a pas toutes les entreprises qui ont été, victimes, hein, forcément. Mmh. Par contre, c'est vrai que pratiquement l'intégralité ont sont au moins confrontés au moins une fois à une arnaque au président, un faux ordre virement, un arnaque, comme vous avez dit, sur un faux support technique ou, un comptable, service comptable. Ça, c'est vrai que tout le monde est vraiment, tout le monde est attaqué sur ce sujet. Et j'ai le sentiment que ça devient de plus en plus crédible. Comment ça se fait? C'est des fuites de données? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on a, des SMS avec, notre nom, notre prénom, notre adresse qui nous dit que le colis n'a pas été livré chez nous? Comment ça se fait que ça devient si crédible aujourd'hui? Non, c'est vrai que ces données, en réalité, elles sont quand même presque maintenant
disponibles sur internet, hein. C'est-à-dire que Mmh. vous, votre mail, votre numéro de téléphone, des sites web comme les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, les groupes de cyberattaquants, ils savent très, très bien récupérer ces données et donc de pouvoir monter des arnaques extrêmement ciblées. Voilà, c'est des termes un petit peu techniques où vraiment, on va pouvoir vraiment se faire passer très facilement pour, le directeur, le patron, pour aller après demander à un service comptable de faire un virement, hein. C'est très facile aujourd'hui, hein. Oui, on est, l'ère de l'email qu'on reçoit, truffé de fautes, avec, des faux logos est terminée. Maintenant, il faut un regard critique et justement, qu'est-ce qui permet d'éviter ces problèmes, par exemple? Qu'est-ce que je dois développer? Est-ce que je dois prendre des précautions? Est-ce qu'il existe, des solutions pour se prévenir de ces problèmes-là? Bah, déjà, pour en venir, un petit peu aux cyberattaques, on croit toujours que, bah, derrière, on a des informaticiens qui vont essayer de rentrer dans un système informatique par tous les moyens. Aujourd'hui, c'est pas ça du tout. La majorité des cyberattaques, elles, arrivent par simplement un email, hein. Mmh. Et justement, bah, la première des choses à faire, c'est, d'être très vigilant. En fait, notamment sur, tout ce qui est TPE, PME, on va agir dans l'urgence, on a plein de choses à traiter dans une journée, donc on va cliquer assez rapidement sans faire très attention. Et parfois, bah, juste le fait de vérifier une adresse email, de qui m'envoie cet email, être sûr que, Mmh. ce qui est affiché, en tant que nom d'expéditeur, eh ben, on est bien sur une adresse email qui va correspondre. Bah, ça déjà, c'est très important et pour, justement, limiter ça, bah, c'est de faire ces vérifications, d'être sûr que notre expéditeur, eh ben, soit on le connaît, soit l'entité qui nous contacte, c'est une entité, officielle ou alors un organisme, avec laquelle on a l'habitude de travailler, donc soit bien sûr que ce soit bien son adresse email, par exemple. Ça, c'est la vigilance, c'est la première des choses. Et peut-être même aller sur la plateforme si j'ai un email qui vient de Amélie de la sécurité sociale, ne peut-être pas cliquer sur le lien, mais aller sur le site par nos propres moyens pour aller s'identifier. Ça évite justement d'être redirigé vers un site malveillant? Tout à fait. Le fait Mmh. déjà d'aller cliquer sur un lien qui est lié à cet email, eh ben, c'est là qu'on peut déjà être vulnérable. Effectivement, le fait, si je notamment quand il est question d'argent, de recevoir un virement ou d'en faire un, eh ben, tout de suite d'aller, pouvoir, confirmer par un autre moyen, soit par un coup de téléphone, hein, si c'est un fournisseur qui nous envoie une facture avec un RIB, pour être sûr, surtout quand il nous dit que le RIB a changé, ou soit effectivement en allant se connecter sur son propre compte, par le biais avec ses identifiants et sur le site officiel. Bon, le sujet de la facturation électronique est dans un autre épisode, mais peut-être que ça aidera un petit peu aussi sur ce sujet-là. Johnny, votre regard, aujourd'hui sur ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir justement prémunir de ces problèmes, de cyberattaque, d'arnaque, de tout ce qui peut Mmh. arriver? Alors, je vais vraiment appuyer ce Oui. a dit monsieur Roy. Le facteur humain, c'est vraiment le facteur principal et ça de très loin, hein. Par exemple, au tout début, on a parlé de, quelle est la problématique? Est-ce que c'est un mythe, par exemple, que, les petites entreprises se feront, jamais cyberattaquer, attaquent plutôt les gros? En réalité, ça, c'est une posture d'un manque de sensibilisation, de croire qu'on ne se fera jamais cyberattaquer et ça, c'est un manque de sensibilisation. Donc le facteur humain, il faut se former, il faut savoir exactement, bah, comment repérer un cyberattaquant. Il faut également sensibiliser l'ensemble de ses salariés pour éviter ce genre de problème. Vaut mieux vraiment miser beaucoup plus sur le facteur humain que, penser qu'un miracle technologique permettra d'éviter, ce genre de problème. D'accord, donc en fait, quand on parle de cyberattaque, de cybermalveillance, on pense souvent à des logiciels, des choses qui bloquent, qui vont me mettre, vraiment une carapace autour de mon entreprise. Mais le vrai problème, c'est souvent le facteur humain et la seule solution, c'est de se former, de se sensibiliser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de solution technologique, mais la première approche déjà, Mmh. c'est de comprendre les Mmh. risques, de comprendre les menaces actuelles et de rester informé sur cette Mmh. question. Ah, par exemple, il y a une étude qui a été faite au Royaume-Uni l'année dernière où ils ont sondé l'ensemble des entreprises pour savoir, bah, l'origine des cyberattaques. Alors, pour les entreprises qui sont déjà eues, 50%, c'est un facteur humain. C'est un manque de sensibilisation, donc c'est venu, par exemple, pourquoi pas par le mail. Donc oui, déjà se prémunir de ça, ça permet Mmh. d'éviter 50% de cyberattaques, par exemple. Après, effectivement, des solutions techniques qui permettent de filtrer les mails ou autres, ça existe, c'est important d'en avoir. Malgré tout, si on peut éviter 50% de cyberattaques, c'est un geste qui est quand même assez simple à mettre en œuvre. Et notamment avec l'emploi des emails, il faut vraiment faire très attention aux documents qu'on va éventuellement joindre dans les emails, hein. Moi, ce qu'on a l'habitude de dire avec certains, quand on parle de cybersécurité, c'est un email, c'est comme une carte postale. En fait, si quelqu'un va l'intercepter et qu'il n'est pas, chiffré, pas sécurisé, on va tout de suite pouvoir voir tout ce qu'il y a dans le mail, que ça soit dans le contenu écrit ou que ça soit dans les pièces jointes. Donc ça, c'est très important d'y faire attention. On a aussi des fois un regard en se disant: «Moi, j'ai une petite entreprise, si j'ai une attaque, les conséquences sont pas très graves parce que, j'ai pas beaucoup d'informations, au pire, je réinitialise tout». Mais souvent, on oublie que c'est un arrêt de production, c'est un arrêt de facturation, derrière et les conséquences peuvent être très graves pour son activité. Il y a une étude, hein, qui montre qu'on a 50 de risque de plus, de fermer, son entreprise dans les mois qui suivent une cyberattaque.
Heu, est-ce que vous avez des exemples à me donner, bien sûr sous couvert d'anonymat, des entreprises où est-ce que vous pouvez montrer quelles sont les conséquences d'une cyberattaque, d'une arnaque, pour une entreprise? Parce que tant qu'on ne le voit pas, c'est un petit peu, comme la santé, la prévention, des fois c'est un peu obscur, mais lorsqu'on est confronté à ce problème-là, on commence seulement à agir. Peut-être que ça peut être intéressant de partager justement, une problématique qui arrivait à une ou à plusieurs entreprises pour montrer les conséquences de ça. Alors, moi, je peux vous donner, par exemple, certains témoignages, mais on va reprendre l'idée un peu en général. On aime bien donner la métaphore de l'iceberg, par exemple. Mmh. C'est-à-dire qu'on va avoir des pertes financières qui vont être visibles et très rapides. Comme vous avez dit, hein, interruption d'activité, forcément, bah, ça peut être des rentrées, des contrats qui ne viennent pas, des commandes qu'on ne peut pas délivrer. Donc, forcément, interruption d'activité qui peut durer plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour certaines entreprises, on a déjà vu un arrêt du système d'information pendant 3 mois. Pour une entreprise très connue, par exemple, en Lorraine, hein, qui a beaucoup documenté quand même sur le sujet. Donc ça, c'est des vraies conséquences. Forcément, vous pouvez aussi avoir d'autres, pertes financières qui vont être, liées, à de la mise en conformité derrière. Parce que si vous avez eu, comment dire? Des fuites de données personnelles, vous avez le gendarme, hein, qui s'appelle la CNIL qui va qui peut, potentiellement, mettre une amende parce que derrière vous n'avez pas bien protégé les données personnelles de vos clients et de vos salariés. Et après vous avez aussi d'autres pertes financières qui vont plus être liées, c'est quelque chose qui est pas visible, mais plutôt sur le long terme. Si vous avez des contrats en cours, Mmh. ou alors si vous avez peut-être, des deals en cours peut-être avec d'autres entreprises, il peut y avoir une rupture de confiance. Donc, ils n'ont pas spécialement envie de travailler avec quelqu'un qui s'est fait cyberattaquer. Ça, c'est tout à fait possible. Et après, voilà, vous avez aussi d'autres problématiques de perte de confiance, peut-être des pertes de propriété intellectuelle si vous en avez. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est quand on subit une cyberattaque, notamment les cyberattaques au rançongiciel, on se retrouve quasiment avec, papier crayon tout de suite, quoi. Si on Mmh. n'a pas été préparé, parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais certes, il faut faut avoir conscience du risque, mais aussi il faut être préparé. À savoir comment réagir. Il m'arrive une cyberattaque, j'ai absolument plus accès à quoi que ce soit, mes fichiers clients, mes fichiers RH, je peux plus communiquer. Moi, j'ai le cas d'une PME qui a été, cyberattaquée. Plus rien ne fonctionnait, la production était complètement arrêtée. Elle avait même plus le téléphone pour pouvoir prévenir ses équipes de nuit qu'il fallait pas qu'elles viennent. Ah oui. Il faut s'imaginer qu'on peut plus rien faire du tout et que du coup, si on n'est pas préparé, si on ne sait pas quoi faire, si on ne sait pas qui avertir, quelle est la personne qui va pouvoir, nous aider, ou si on n'a pas ne serait-ce fait que des sauvegardes, par exemple, parce que ça, c'est Mmh. quelque chose qu'on voit souvent, hein, les sauvegardes sont soit mal faites, soit pas testées derrière, et du coup, on perd toutes ces données. Et donc du coup, derrière, c'est très important de se dire que, on peut se retrouver en gros, alors c'est sûr que pour une entreprise de BTP, par exemple, de bâtiment, ça va être peut-être un peu moins compliqué parce qu'on peut aller sur ses chantiers et cetera, ça va aller. Par contre, pour un commerçant ou un hôtelier, un restaurateur, toutes ces réservations, tous ces fichiers clients et cetera, il va se retrouver, complètement, à nu quoi, à zéro. Et encore même que pour le bâtiment, ouais, toute la facturation, Ah tous ces dossiers derrière! techniques, tous Mmh, ces contrats peuvent être, tout à complètement, fait. verrouillés donc c'est vrai que ça peut être très handicapant et il faut pas penser que ça n'arrivera, qu'à un autre donc si j'entends, il faut se préparer à ça, se dire, il faut, qu'est-ce qui arrive si demain j'ai plus de système d'information, si j'ai plus d'ordinateur, si j'ai plus mes disques durs? Parce que c'est pas parce qu'on a sur un disque dur des données, on peut très bien connecter à un ordinateur et avoir un disque dur corrompu. Il faut se préparer à cette problématique-là pour mieux l'anticiper et l'éviter? Exactement. Alors, nous, c'est généralement ce qu'on fait avec des entreprises. Après, pour un artisan ou autre, c'est sûr qu'il faut anticiper la situation parce que c'est pas le jour où on a une crise cyber, hein, c'est comme ça Mmh. qu'on le dit, qu'il faut improviser. Au contraire, c'est là où on va peut-être rendre ça de manière un petit peu plus. Enfin, on va remettre de l'huile sur le feu, par exemple, Mmh. si on improvise un petit peu trop. Généralement, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on planifie. Si on peut faire un parallèle, par exemple, avec les exercices incendie, hein, donc, Mmh. normalement, tout le monde sait dans une entreprise où est-ce que je dois sortir, où sont les extincteurs, qui c'est que je dois suivre. On fait même des exercices pour pouvoir simuler s'il y avait un incendie. Faut faire pareil, en fait, avec une crise cyber. Donc, il faut planifier, il faut avoir un plan. Et après, ce qui est important, c'est que on connaît un petit peu toutes les étapes, les procédures qu'il faut avoir, hein. Il faut déjà constater qu'il y a bien une crise cyber, hein, qui est Mmh. présente. Ce qui est important, et c'est assez compliqué à se le dire, mais il faut faire aussi une main courante dès que ça arrive, c'est-à-dire qu'il faut bien documenter. Donc, c'est vrai que quand on doit réagir dans l'urgence, c'est pas la première chose qu'on va penser, mais quand vous avez par exemple la gendarmerie qui va intervenir parce qu'il faudra porter plainte, ou alors quand vous allez avoir des prestataires qui vont arriver pour pouvoir aider également à revenir à une situation initiale, qu'on appelle la remédiation, pour appliquer un remède, il faut qu'on sache, hein, on va poser plein de questions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, à quelle heure, qu'est-ce que vous avez constaté. Donc le fait de documenter, c'est hyper important. Et puis après, derrière, forcément, avoir des bonnes sauvegardes, c'est important, savoir qui c'est qu'on doit contacter, comment je porte plainte, comment j'avertis la CNIL, enfin bref, il y a plein de mesures qu'on peut faire. Également, mesures techniques,
On sait qu'il faut couper le réseau. Voilà, important aussi, ça va dépendre un petit peu si vous avez des PC, des serveurs. C'est important peut-être pas forcément de les éteindre parce que ça Mmh. contient des traces Mmh et mh. ça, on sait que quand on intervient, par exemple, vous avez une scène de crime, bah, c'est comme si vous allez mettre de l'eau de javel absolument partout. Bon, voilà, parce qu'on a besoin des Et empreintes aussi. justement, on va regarder là demain, je constate que j'ai eu une cyberattaque, mon ordinateur, écran noir ou demande de rançon. Qu'est-ce que je fais tout de suite? Alors la première des choses à faire, de toute façon, c'est simple puisque le cyberattaquant, il arrive par internet, c'est de couper son accès internet. Alors si D'accord, on est une petite structure, bah, c'est de couper sa box, hein, tout simplement, OK. hein, voilà et si jamais on est une plus grosse structure, bah, c'est de savoir où est-ce qu'on va aller, couper les serveurs et cetera et quelle personne je vais pouvoir, contacter qui va pouvoir, faire ce genre de choses-là. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Ce qu'il faut pas faire par contre, c'est éventuellement se dire: «Bah, je vais éteindre le système», justement parce que sinon on risque de perdre ses preuves et ses éléments vis-à-vis de l'attaque mais c'est aussi ou de se dire: «On va redémarrer le système, peut-être que ça va refonctionner». Parce que parfois certains, virus vont, se mettre en route ou vont, l'attaque va se déclencher au moment où on va redémarrer l'ordinateur comme que lorsqu'on fait une mise à jour. Ça fait des années qu'on nous conditionne à dire: «Ça marche pas, redémarrer», donc là, il faut pas le faire. Non, il faut pas le Exactement. faire. C'est Il vaut mieux pas le contre-intuitif, faire. mais bon. Ça se trouve, ça redémarrera jamais sinon, donc D'accord. voilà. Mmh mh. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, d'important et après, bah, encore une fois, c'est de savoir qui est-ce qu'on va pouvoir alerter. Est-ce qu'on a un prestataire informatique? Est-ce que c'est nous qui gérons notre système? Donc dans ces cas-là, bah, c'est est-ce qu'on a un peu lancé un antivirus et cetera? Et puis ensuite, il faut aussi, alerter, la gendarmerie ou la police nationale en fonction d'où on est pour pouvoir Mmh. déposer plainte. Parce que ça, c'est une problématique qu'on rencontre nous aujourd'hui. Alors c'est pas une histoire de tenir des statistiques, mais on a besoin de savoir quand il y a des cyberattaques, notamment au sein des entreprises. Parce que derrière, ça nous permet aussi de faire de l'investigation, de Mmh. savoir à qui on a affaire, éventuellement de faire de l'identification et donc du coup des interpellations, d'identifier des groupes ou des cyberattaquants. Parce que certes, il y a des groupes qui sont disséminés dans le monde entier, mais il y a aussi des individus qui agissent depuis la France ou depuis l'Europe et contre lesquels on a la possibilité d'agir. Donc c'est très important ce dépôt de plainte. Il faut savoir que nous, quand on a un dépôt de plainte en gendarmerie ou en police, on va pas aller le mettre dans le journal quotidien le lendemain matin. C'est des choses qui vont être secrètes, enfin en tout cas avec la confidentialité liée à notre profession. Et le but, c'est vraiment d'avoir ces éléments-là pour notamment aussi, ne serait-ce qu'aviser les autres entreprises. Ça, c'est un Que, vrai élément. C'est-à-dire que moi, je suis chef d'entreprise, je subis une cyberattaque, je me sens un peu honteux et j'ai peut-être pas envie de le c'est vrai. dire. Je suis pris la main dans le sac en me disant: «Bah, j'ai peut-être été un peu négligent sur une solution». Quel est le risque justement à se dire, «Bah, je dis rien, c'est pas grave, c'est peut-être juste un PC, il était vieux, il était pas bien protégé, je comptais en racheter un de toute façon, hop, je le mets à la cave, c'est fini». C'est quoi le risque avec ce type d'attitude-là? Bah, déjà, première chose, toujours se dire, vous avez dit qu'il faut porter plainte. On est victime hein, quand on prend une cyberattaque. Alors certes, oui, on peut se sentir un peu honteux, on se dit qu'on n'a pas bien protégé. On reste victime. Il y a des cybercriminels qui en veulent à vos données, ils veulent vous extorquer de l'argent. Donc, on est victime, première chose. Ensuite, deuxième chose, effectivement, il y a sûrement des données clients, des données salariés qui ont pu être extorquées par les groupes de cyberattaquants. Donc là, il y a des risques juridiques et légaux. Hein. Je pense que peut-être vous pourriez compléter avec la CNIL, par exemple, qui regarde un petit peu ces choses-là, normalement au titre du RGPD, donc le règlement qui gère les données personnelles à travers l'Union européenne. Donc ça, c'est hyper important. Et surtout, les clients, peut-être potentiellement, vont être au Mmh. courant que vous avez Mmh. vécu une cyberattaque. Donc, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. C'est pas la bonne posture à avoir. Au contraire, il faut vraiment avoir preuve de beaucoup de sang-froid. Voilà, il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire aussi en interne. Il faut rassurer. Il faut montrer que on sait maîtriser la situation. Donc, la communication, en fait, elle est extrêmement importante. Nous, quand on accompagne les entreprises, on gère aussi un plan de communication en interne, en externe. Qu'est-ce qu'il faut dire, à quel moment, les éléments de langage. Ça, il faut savoir le dire aussi. Et c'est une obligation en Mmh. plus. Moi, ce que je voulais rajouter quand même aussi par rapport à tout à l'heure, c'est que quand on effectivement, on a la CNIL, on a une obligation, notamment si on soupçonne un vol de données, d'avertir la CNIL dans les 72 heures. Mmh. Ça, c'est une obligation. Alors quand on avertit la CNIL, c'est pareil, ça ne veut pas dire que derrière, on va avoir un contrôle sur le règlement général de la protection des données. Ça va être simplement, on est obligé de le faire et puis après on alimente en fonction, bah oui, effectivement, on a eu un vol de données ou finalement pas et on est obligé d'avertir normalement les personnes dont les données ont été, dérobées. Donc ça, c'est quand même assez important et puis après aussi, il y a des assurances de plus en plus cyber. On peut aussi, avoir, une assurance cyber qui couvre certains risques. Alors bien sûr, comme toutes les assurances, il va y avoir des petites lignes qui vont dire: «Bon, bah, il faut être un minimum sécurisé pour pouvoir, pour que l'assurance fonctionne». Mais l'assurance, elle va aussi imposer parfois un dépôt de plainte dans, les 48 ou 72 heures. S'il n'y a pas eu de dépôt de plainte, derrière, ça va pas aller. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Très bien. Si je me mets à la place encore une fois d'un dirigeant d'entreprise, si j'avais
4-5 clés à mettre en œuvre tout de suite qui me permettent de limiter mes risques. Je pense à des mots de passe, je pense à la mise à jour de mes logiciels. Est-ce que vous pourriez me citer chacun, peut-être ça va être les mêmes, j'espère, si on a un regard complémentaire en tout cas, de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place tout de suite qui va diminuer le risque d'avoir une cyberattaque? Alors effectivement, les mots de passe, c'est hyper important. Alors, je vais faire une métaphore qui est peut-être un petit peu, tendancieuse, mais c'est important. Le mot de passe, j'aime bien dire, moi, c'est comme un slip. Ça se change, voilà, ça se change régulièrement, ça se donne pas à n'importe qui, on ne le laisse pas traîner au bureau non plus, voilà. Donc effectivement, il faut le changer. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne garde pas le même mot de passe, voilà, toutes les années. On n'arrive jamais à les retenir. Alors effectivement, ça, on va y venir, mais la bonne pratique, c'est, voilà, je veux quelque chose de moins de 12 caractères, avec minuscules, majuscules, caractère spécial, des chiffres, que je change tous les 6 mois. Effectivement, la problématique que vous avez dit, c'est et ça va être compliqué à retenir et surtout, normalement, il faut le différencier de tous les sites sur lesquels on va s'inscrire. Ce qui fait que là, ça devient extrêmement compliqué à retenir. Alors maintenant, il existe des solutions très faciles de coffre-fort de mots de passe qui les génèrent automatiquement. Il y en a un seul à retenir et celui-là, il faut le changer tous les 6 mois. C'est très simple et ça me permet vraiment de pouvoir augmenter la sécurité. Ça, c'est le premier geste à faire, je trouve. Donc, premier point, gestionnaire de mot de passe qui nous permet de se dire j'ai un mot de passe que je ne connais peut-être même pas ou j'arrive pas à retenir parce qu'il est très compliqué Mmh. et qui va gérer tous mes mots de passe. Exactement. Premier, super. Un autre, est-ce que vous en avez un autre à... Alors, avant de donner un deuxième conseil, moi, je vais quand même Ouais. revenir à quelque chose rapidement parce que c'est très important, notamment dans le cadre des attaques au rançongiciel. C'est très important de ne pas payer la rançon. Ah, Voilà, oui, parce qu'on ne l'a pas dit et oui. c'est quand même quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, les rançons, elles sont plus, enfin, en fonction de la cible, elles sont pas toujours très importantes. Et on se dit, bah, je vais payer la rançon, je vais récupérer mes données et on est tranquille. Et en fait, quand on paye la rançon, bien souvent, bah, on récupère pas forcément les données parce que les attaquants n'ont même pas les clés de déchiffrement derrière. Enfin bref, après, on rentre dans du technique. Mais du coup, ça, c'est comme nous, la gendarmerie, on dira jamais de payer la rançon. C'est très important Très parce qu'on va important. perdre de l'argent, on en aura déjà perdu et on ne récupérera pas forcément ces données. Donc ça, c'est très important. Et pour en revenir donc à nos réflexes, la chose à faire qui est très importante, moi le mot de passe, je parle pas de slip, mais je parle de la clé de la maison. Hein. Quand on part de sa maison, C'est bon. c'est pareil, on va fermer à clé à chaque fois. Ben, avoir un bon mot de passe, c'est bien fermer sa maison à Ouais. clé. Hein, donc ça, c'est clair. Et c'est surtout aussi d'avoir des sauvegardes. Dans le cadre de la préparation face à une cyberattaque, c'est aussi de faire des sauvegardes. Mais quand on réalise des sauvegardes, c'est les tester. Alors pour les petites structures, on va peut-être avoir un disque dur externe qu'on va brancher. On va faire ces sauvegardes. Ce qui est important, c'est de le débrancher, le disque dur. Parce que moi, régulièrement, quand je réalise des diagnostics cyber, ben, je m'aperçois que le disque dur ou le support externe Tout le temps reste branché. branché sur le système informatique. Et il est forcément une extension du système. Donc, s'il y a une cyberattaque sur le système informatique, que ce soit un PC portable ou autre, eh ben forcément, derrière, ça va se propager. Donc, de réaliser des sauvegardes et de les tester pour être sûr qu'elles ont fonctionné. Parce que le jour où on a une cyberattaque, ben, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir procéder à de la remédiation, remettre son système, récupérer ses données. Donc on a les mots de passe, on a la sauvegarde. Mmh. Un troisième? Alors, on en a beaucoup parlé, c'était le facteur humain, mais je pense qu'on va peut-être pas Oui. forcément y revenir parce qu'on a quand même beaucoup parlé. Euh, Si on devait en rajouter un autre, je dirais que c'est vraiment d'actualité, c'est vraiment avoir un système à jour. Voilà, des systèmes obsolètes. On sait qu'on pourrait avoir par exemple des vieux Windows. Hein. On sait qu'il faut être sur Windows OS par exemple. On sait que l'intelligence artificielle aujourd'hui, depuis quelques semaines, est beaucoup plus compétente qu'un être humain pour détecter des vulnérabilités sur des logiciels. Il y a d'ailleurs un projet qui s'appelle le projet Glasswing sur les très très gros éditeurs aujourd'hui du marché pour mettre à jour les systèmes, dont Microsoft par exemple fait partie ou Google. Donc c'est pour ça que vous recevez de temps en temps, alors en ce moment, des mises à jour à devoir réaliser. Mmh. Ça permet vraiment d'éviter que les cyberattaquants s'introduisent très facilement parce que vous avez des failles qui sont présentes. Donc faire la mise à jour, il ne faut pas la repousser, il faut la faire le plus tôt possible. Voilà, un système à jour. Très bien. Il en reste ou on en commence à faire le tour? Alors, pour revenir au FORIB, hein, ça, c'est parce que Ouais, c'est quelque ouais. chose vraiment qui concerne notamment l'artisanat. C'est vraiment quand vous avez notamment un changement de RIB, un fournisseur qui vous envoie un RIB en vous disant j'ai changé de RIB, c'est vraiment de confirmer ça avec lui en vocal, par un appel téléphonique ou par un autre moyen, mais être sûr que le RIB le concerne bien. Voilà, ça c'est très important, même s'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place au niveau des banques pour sécuriser tout ça. C'est vraiment une petite chose qui prend pas très longtemps. Alors je sais que les artisans n'ont pas toujours beaucoup de temps, mais c'est très très important de le faire. Et surtout, là, c'est vraiment quelque chose de très général, mais qui s'applique à tout le monde, c'est de se méfier de l'urgence. Dès qu'on va vous faire des choses dans l'urgence, bah, c'est pour pas que vous réfléchissiez à ce qu'on vous demande de faire et que justement vous cliquiez rapidement. Et comme encore une fois, le monde de l'entreprise, on n'a jamais le temps pour tout. On va rapidement cliquer et on n'aura pas fait attention qu'en fait, sur l'adresse email de notre expéditeur, bah, il y avait peut-être juste une lettre qui changeait, où on était d'un point com à un point fr. Et au final, on va se retrouver avec une escroquerie qu'on aurait pu largement éviter en prenant quelques secondes, une minute pour vérifier tout ça.
Mmh. Donc, si je comprends bien, si j'applique des conseils simples, je me forme, j'ai un regard critique sur ce que je reçois, je vais déjà éviter un grand nombre de cyberattaques, de menaces, d'arnaques, et je vais pouvoir justement me prémunir de ces problèmes. Et Mmh. s'ils arrivaient, parce que on peut toujours se faire avoir, le plus important, c'est de couper le réseau, de ne pas redémarrer mon ordinateur, de me rapprocher d'un prestataire si j'en ai un, de la gendarmerie. On a dans le Grand Est le CSIRT avec Tout à le fait. hub Je vais y Grand Est revenir. Cybersécurité, qui sont des entités qui peuvent nous accompagner aussi. La CMA peut vous accompagner aussi pour vous conseiller dessus. Et du coup, justement, de vous poster en posture de victime, justement, pour être accompagné et gérer cette crise-là. Mmh. Tout à fait. Exactement. Et en sachant qu'en prévention, vous avez la possibilité de vous faire accompagner, notamment avec, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et les forces de sécurité intérieure. Il y a il y a un site qui s'appelle Mes services cyber. On peut trouver Mmh. plein de choses en tant qu'entreprise ou en tant que collectivité et notamment vous pouvez vous faire accompagner dans le cadre d'un diagnostic cyber gratuit, hein, qui est un diagnostic qui s'adresse, plutôt aux entités qui ont une maturité assez faible, mais où on Mmh. va pouvoir sensibiliser en même temps avec 6 mesures prioritaires à mettre en œuvre et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, c'est pas très coûteux de se protéger un minimum. Pourquoi? Parce que déjà, on l'a parlé, le facteur humain est très important, mais derrière, sur des petites structures, on n'est pas obligé de développer des outils qui vont coûter très très cher. Ça coûte pas forcément cher. Alors après, forcément, c'est en fonction de l'entité, mais c'est largement accessible de pouvoir se sécuriser à minima pour éviter ce genre de choses. Et donc, cet accompagnement par diagnostic Mon Aide Cyber, hein, c'est des aidants cyber, donc moi, j'en fais partie, mais il y a aussi des aidants cyber bénévoles. C'est un petit diagnostic qui dure une heure et demie et on va pouvoir vous accompagner et voir ce qui peut être mis en place facilement et vous sensibiliser. Mmh. Je rebondis d'ailleurs sur ce qui a été dit. Faut aussi également challenger son prestataire informatique. Mmh. Vous êtes sûrement Mmh. accompagné justement par une société qui vous accompagne sur l'informatique. La cybersécurité, c'est une discipline qui est complètement à part, hein, vraiment, hein. Souvent, on a l'impression que c'est à peu près la même chose, hein, cybersécurité, informatique. Je pense que là, on a vu d'ailleurs qu'on n'a pratiquement pas parlé d'informatique, hein, en réalité, Mmh. depuis le début. Donc il faut challenger. C'est pas parce que derrière, votre informaticien, il est là, on a l'impression qu'il va sécuriser vos données, qu'elles le sont vraiment. Parfois, il n'a vraiment pas de compétences sur le sujet. Donc, par exemple, faire appel à un référent cyber, justement, va pouvoir aider à pouvoir vraiment apporter la bonne sécurité sur ces données. Merci à tous les 2. Mmh. Je vous Avec remercie pour plaisir. cet échange qui permet d'être dans le concret, dans le quotidien, dans ce qui nous touche, tous les jours et qui, j'espère, vous aidera aussi à sécuriser votre donnée et votre activité. Mmh. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment un vrai plaisir d'échanger. Et puis si ça peut aider, ça peut être Oui. utile. D'ailleurs, j'ai une petite dernière chose. Orange, on a produit un documentaire qui s'appelle Don't Go to the Police. Vous pouvez retrouver sur YouTube avec un vidéaste qui s'appelle Ludoc. Moi, je vous recommande vraiment à le regarder parce qu'il est extrêmement intéressant. On a documenté une vraie cyberattaque avec un client qu'on a Mmh. accompagné justement qui s'appelle Coaxis. Donc, c'est une PME qui fait une centaine de salariés. Alors, elle est quand même assez grosse, mais ça a quand même une centaine de salariés. Et vraiment, elle est vraiment très bien faite et on se met vraiment dans les coulisses d'une cyberattaque. On regarde d'un point de vue de cyberattaquant. On regarde aussi comment les États essayent de pouvoir démanteler ces groupes de cyberattaquants. Ça, je vous recommande de le regarder, c'est très bien fait. Et je On le confirme, fera. c'est très bien fait. Merci à Johnny et l'adjudant-chef Roy pour leurs conseils. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les arnaques et la cybersécurité, ça ne concerne pas uniquement les grandes entreprises ou les experts. Une petite entreprise peut être touchée très concrètement. Un mauvais clic, un faux message, un paiement mal vérifié, et toute l'entreprise peut être bloquée. L'idée, c'est pas de faire peur, c'est de rappeler que les bons réflexes peuvent éviter beaucoup de problèmes. Surtout, si vous ne restez pas seul face à ce sujet-là, la CMA peut vous conseiller, les entités en question aussi, et n'hésitez pas à interroger des spécialistes. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain épisode.